Faviana. Décembre 1799. Les deux femmes de service et le vieux Claude attendaient dans la cuisine autour de la cheminée. La nuit était déjà complète, où les chevestres ululaient précautionneusement. On menait petite vie maintenant au château de Galard. Les jeunes domestiques avaient été pris par la conscription. Les caméristes congédiés, mieux valait, aurait-on pu encore payer leurs gages. Le cauchemar de cuivre allongeait hors de la flamme son long tuyau terminé par un robinet où l'on prenait l'eau chaude sans se rôtir, mais le robinet coulait gouttes à gouttes lentes qui faisaient un petit cratère noir dans les cendres. La cuisinière le fixait sans mot dire. « Enfin, voilà madame !» dit gaiement la jolie fille d'intérieur, la seule qui restait du vif et frais troupeau de chambrières. On entendit en effet une charrette grinçante. Le vieux Claude sortit avec la lanterne. Tous s'empressèrent autour de la voiture, grosse guimbarde affaissée, tirée par un cheval de labour qui fumait de tout son poil. Une voix haute demanda « A-t-on des nouvelles de monsieur ?»« Non, madame. » Madame de Galard franchit le seuil et vint au feu. Il faisait froid. Elle avait dû néanmoins se rendre au district, qui avait des exigences sévères, souvent mortelles. Une limousine épaisse enveloppait la jeune femme. Une limousine de berger. Claude, au moyen d'un grand tuyau de fer dans lequel il soufflait à rompre, tentait d'activer les braises. « Rien de neuf ?» demanda encore la maîtresse. Les servantes s'agitèrent immédiatement. « Oh, si, ah oui !» Madame de Galard vérifiait vite les mines pour savoir si cela était grave. « Non. Bien. » Alors elle écouta. La chambrière prit la parole. Un homme, pas encore un vieillard, était venu sonner à la soironde. Un vielleux en redingote avec une grande vielle au dos. Une grosse vielle. La cuisinière suivait le récit ardemment comme si elle y trouvait toujours un nouveau plaisir. Il a demandé, il a sonné à la grande porte. J'ai ouvert qu'à demi, bien sûr, et il m'a demandé « Monsieur le comte ». Alors j'ai dit que ni monsieur ni madame n'étaient là. Il a fait « Ah » avec du désappointement. Puis il s'est enquis quand on rentrerait. Je répondis « Je ne sais point ». Alors il a tourné vers le dehors. Enfin il a dit, en me regardant un petit coup, « Peut-être qu'on voudrait me donner un morceau de pain ». Ça me fit quelque chose, par le temps qu'il eut, mais je ne pouvais pas faire passer dans les appartements. Je montrai la cuisine. « Allez-y ». Puis j'ai recrouillé à 2 tours. « Pourtant quoi ?» insista madame de Galard. « Oh, il était plus malheureux que méchant, j'en ai certaines. » Je suis venu l'attendre à la porte d'ici, et Jeannette lui fit une tartine de saindoux. « Oh, je pouvais bien, » rendit compte Jeannette. « J'avais tout mon fond de pâté. » Elle disait « Merci, bonnes gens, avec des mouvements comme ça. » Et là, qu'il avait faim, il a mordu d'un coup, hein, et c'est pour la bouchée seconde qu'il a tiré un long couteau à virole, un grand couteau de non-tronc tout roux. Il a souri car on a reculé, et il a dit « Faites excuse. »« Non, » précisa Lison la chambrière. Il a dit « Pardon de ma lame, mais c'est aussi ma fourchette. J'avais du cidre chaud, lui embaillé bolé. Et l'empétit, le pauvre, l'empétit. » Alors, intervint le vieux Claude, cet homme qui n'est point pour sûr mauvais m'a demandé ainsi « Y aurait-il pas bergerie ou fenil pour la nuit à passer ?»« J'ai l'habitude, je suis pas difficile. » Je lui répondis « Il y a la grange aux érons. Vais prévenir le fermier, mais il faut laisser votre briquet et tout feu. » Le bonhomme s'enorgueillissait de savoir si fermement la coutume, et il me remit son fusil, le briquet, un beau fusil que je lui rendrai en main dès le jour. « Tu aurais plutôt bien fait de lui pendre son nontron, » dit Jeannette. « N'en ai seulement eu pensé, ma fille. On n'insulte pas à l'hôte de Dieu. » Madame de Galard buvait son bouillon de pintade en se chauffant. Malgré elle, son regard se dirigeait vers la grange aux érons, qu'on aurait pu voir d'ici à 40 toises. La grange où le vielleux et son grand couteau attendaient. La maîtresse avait confiance dans l'instinct presque animal de ces gens. Cependant, elle, si rieuse, se sentait troublée par cette présence invisible. L'homme devait l'avoir entendu rentrer, aurait pu discerner ces questions. La cuisinière suivit le regard qui s'était heurté au volet clos, encore renforcé par une traverse. « Oh, j'ai tout barré. Il nous verrait bien si on parlait trop de boge dans notre cuisine. » Elle frissonna. Immédiatement, madame de Galard se sentit intrépide, et quand la cuisinière continua « Si madame permet, je ferai donc un lit dans l'ancienne chambre du chef pour Claude, ainsi il nous garderait. »« Assez, Jeanne. Claude regagnera son écurie. Si tu te sens trop craintive, Jeanne en lâchera le dog dans la cuisine.
Comment va mon oncle? Il a soupé? Que oui, et bien soupé, s'exclama la cuisinière. Je lui ai servi de la pintade et du lard blanc. Et sûrement qu'il ronfle à cette heure comme les 7 dormants, madame, dit Lison, car dès le premier service, il bâillait déjà au décroche. Le personnage en question était un de ces nombreux oncles qui se succédaient dans la maison. Cousins, s'ils semblaient trop jeunes, les prêtres réfractaires, que les châtelains cachaient au péril de leur vie. Et, pour le montrer, enraillaient le faux parent, ce qui n'aurait jamais eu lieu pour un parent réel. Madame de Galard sourit aussi, puis « Vous lui avez annoncé le cheminot ?»« Oui, il a dit que tel était bien fait. Bon, viens me déshabiller, disons. » Quand elles eurent atteint la chambre de Perse, la jeune mère alla voir ses 2 enfants qui dormaient dans une pièce contiguë, éteignit leur veilleuse et leur traça au front un signe de croix. Alors, ayant fermé la porte de communication, elle vint à sa poudreuse, dont Lison avait déjà découvert les petits pots bleus et blancs, s'assit avec calme et prononça enfin « Maintenant, Louise, dis-moi ce dont tu grilles. »« C'est lui, madame, leviez-le. »« Eh bien, madame, c'est un gentilhomme. »« Allons donc, qu'as-tu vu ? » ?»« Rien et tout. Ah, les parchemins au jour d'aujourd'hui ne sont plus les gueux d'antan. Celui-là, il aurait été bien plus aise dans la salle qu'aux cuisines. J'ai rien voulu dire à cause de Jeanne qui bavarde comme une sansonnette. Si Jeannette lui trouvait l'air en dessous, c'est qu'il n'était point si fier de piquer son manger à la pointe et de prendre son pouce comme assiette. Un rôdeur, marché, lui est venu tout droit à la porte-maîtresse, tel qui connaît son dû, et dû parler doux, si doux qu'un instant j'ai failli lui répondre « Monsieur ». Parierait qu'il a deviné, car il a dit en fronçant sa voix « Pas de chance à nuit », avec une trémousserie de la lèvre. J'ai ri, un petit ri, il a ri aussi, et n'avait cependant pas l'air gai. Ah non. La jeune fille semblait surexcitée. Madame de Galard la fixa gravement. « Tu en as certitude en toi, ma Louise? Tu ne te montes ?» Lison s'arrêta sur un pied. « Je ne sais plus, notre maîtresse. Si vous me demandez ainsi... » Madame de Galard songea. Donc, ce pouvait être un homme de leur milieu, un errant de la grande cause royale doublement à plaindre, et chez eux il n'aurait eu qu'une grange, de la paille et du froid. Elle évoqua son mari alors qu'il rentrait de ses journées chouanes, si heureux de s'étendre dans un bon lit. Oh, les fins draps! Si sensible à l'argenterie que sa main caressait, maintenant que la maison s'était réduite, le maître discernait au seul toucher le jour où l'on avait fait les couverts. Elle entendait la volubilité de l'homme de guerre, épanoui dans un confort retrouvé. Le faux vielleux n'aurait même pas un peu de conversation libre et gaie entre soi. « Madame, fit Lison, voilà son fusil. » La chambrière avait pris le briquet dans la poche de son tablier et le tendait éloquemment. La lame d'acier qui devait donner l'étincelle était enchâssée dans une plaque découpée et brillante en forme de navire. Une mince galère d'argent, une chaînette aussi en argent retenait le silex pris entre 2 crocs à vis comme un chien de pistolet. Le tube pour l'amadou était d'argent. C'est un ancien marin, sans doute, Lison. Je confesse que l'argent du briquet est inattendu, mais tu sais, il y a des souvenirs dont on ne se sépare pas. Le briquet porte des armoiries comme cuillères. Et elle le retourna. Madame de Galard s'approcha de la lampe et vit, non des armoiries, mais un insigne. Une petite chouette avec une couronne. Cela ne veut rien dire, Lison. D'ailleurs, le travail de l'objet vaudrait plus que le métal. Quand nous l'eûmes fait souper, il nous a dit « Bonnes gens », murmura la jeune fille. Un ouvrier comme nous jamais n'aurait eu parlé semblable. Assez, Louison. Tu sais que monsieur a donné ordre de tenir porte close quand il n'est pas avec nous. Couche-toi et laisse ta chambre ouverte si tu as peur. J'ai pas peur, dit Lison. J'ai deuil. Madame de Galard aussi avait deuil. L'accablait le sentiment d'une injustice suprême envers cet homme. Comment ? Il caressait peut-être depuis des jours l'espoir d'une de ces félicités où l'esprit et la chair sont comblés, un repos si douloureusement gagné, l'oasis. Et tout cela pour aller coucher dans la menue paille ou la gerbée. La jeune femme se leva, ouvrit ses volets intérieurs et fixa ses regards sur la grange aux errants qui s'étendait extrêmement longue. La grange paraissait encore plus basse à cause d'un orme immense qui l'embrageait, comme elle était noire. Son chaume et son crépi blanc, traversés de colombages, se confondaient dans l'opacité. On distinguait seulement le chaume à son arête épaisse, déjà si sombre, grand morceau de nuit. Quelle devait être sa ténèbre intérieure? Madame de Galard eut la vision de l'homme désespéré, tout debout dans ce néant. Elle composa une étrange image, entièrement faite d'obscurité, mais dont le sens de la détresse agglutiné les éléments créait une vision seconde. Avec la persécution sanglante, on s'aimait tant. Tous les traqués se sentaient tellement parents, solidaires.
La jeune femme eut l'envie brusque de décrocher une lanterne et d'aller chercher le vielleux qui parlait si doux, si doux. « Venez, je m'excuse, la maison vous attend. » Mais dans le mouvement qu'elle fit, elle eut immédiatement aussi la perception de sa gêne si l'on avait affaire à un vrai cheminot. Il aurait fallu l'éveiller, peut-être. « Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas de refus, bien sûr. » Et une jeune femme arrivant ainsi, un croquant, que pourrait-il penser, imaginer? Même si elle rencontrait un gentilhomme, est-ce que cela ne prenait pas de tournure embarrassante? Un peu de rouge lui chauffa les joues. Impossible. Emmener Lison? Oh, la servante la jugerait, la sentirait agitée d'incertitude et semblable à elle-même. La maîtresse perdrait de son autorité, de son essence supérieure. Alors, faudrait attendre le jour, elle se raccrocha à la défense formelle de son mari, qu'il est facile d'obéir. Madame de Galard revint à son lit, mais elle ne put se résigner à éteindre sa lampe. Au contraire, elle la porta près de la fenêtre. Peut-être que la lumière pénétrerait par quelques trous de la muraille, jusqu'au refuge du vielleux gentilhomme, l'aiderait, l'assurerait qu'il vivait encore, qu'une petite âme veillait, palpitait. Dès 6 heures, tout le monde fut debout, même les enfants, ainsi était l'usage. Les petits s'agitaient beaucoup, ils avaient vu l'homme la veille, et pétillaient de curiosité. Tous deux venaient de rêver marches et contredanses, et si leur mère ne fut rentrée si tard, elle eût dû en entendre. Le vieux Claude alla chercher le cheminot. Madame de Galard n'avait qu'à peine dormi, mais savait ce qu'elle voulait faire. Il restait possible que le coureur de chemin fût un honnête homme ou qu'il n'eût jamais été qu'un vagabond vrai. Cela importait peu, le croquant serait fêté, voilà tout, si le gentilhomme y reprenait courage. Allait-on savoir au premier coup d'œil? Madame avait fait dresser un couvert dans le vestibule. L'homme déjeunerait donc sans se mêler aux domestiques. Elle attendait, sur le seuil de la porte noble. Parut d'abord Claude, puis l'homme. L'homme marchait un peu voûté, vieillissant, une houppelande couleur tabac tombait sur ses jambes et sur ses bas gris aux larges reprises claires, il portait un vieux tricorne dont un des bords pliés. Sur son dos, la belle vielle. Madame étudia ses traits, de grands traits. Elle vit avec angoisse que l'homme s'était rasé. Un croquant désireux de pitié n'eût point fait sa barbe. La jeune femme avança de 3 pas. « Je m'excuse, dit-elle, mais je ne puis recevoir personne dans la maison quand mon mari n'y est pas. Les temps sont dangereux. » Le musicien avait tiré son tricorne et s'inclinait. N'eût-il décevé avec ses cheveux grisonnants coupés ras? Instinctivement, Madame de Galard attendait de la poudre. « Je vous ai fait préparer un repas, reprit-elle. Voulez-vous entrer ici? » « Grand merci, madame, mais votre fermier m'a déjà nourri, bien honnêtement. » La jeune femme parut déconcertée. L'homme eut un joli sourire. « Pour vous obliger, madame, et aussi avec bien du plaisir, car à grand chemin, grand fin. » Elle demeurait incertaine. Une bonhomie qui aurait pu être paysanne, mais aussi une aisance parfaite, sans forfanterie et sans timidité. Un ouvrier? Non, plutôt un bourgeois ruiné par les assignats ou la faillite. Inoffensif en tout cas. Les enfants familiers approchaient. Ils regardaient la vielle avec admiration. Leur mère demanda encore « Vous connaissiez monsieur de Galard ?» Non. Le cheminot qui avait mis sa vielle avec bonté aux mains des enfants se redressa. « Non, madame, pas de figure, mais de sentiment. J'en ai ouï causer, et je sais que monsieur est biais donnant et de main ouverte. Et peut-être qu'il aurait pu me faire accueil. C'est un paysan, pensa-t-elle. Nous sommes appauvris, répliqua la jeune femme, et nous ne pouvons employer autant de monde que nous le voudrions. » L'homme rougit légèrement, et en prononçant ces paroles, Madame de Galard les regrettait déjà. « Je n'en cherchais pas tant, madame. Hélas, je sais combien tous ont pu souffrir. J'espérais une bonne nuit et de bonnes paroles, j'ai eu les deux, dont je vous rends grâce, madame. » Et il fit un mouvement pour s'en aller. Désespérément, Madame de Galard lui montra la table. C'était un gentilhomme qui se cachait. « Veuillez prendre place, les enfants vous serviront. Allons, mes petits, faites honneur à votre hôte. »« Tu nous joueras » commanda François. « Tu nous feras danser » pria Louise. « Bien sûr, mes mignons. Et tant que vous voudrez. »« Assieds-toi » décida le garçon. « Je te vas chercher des œufs au plat qu'on a cuisiné. C'est des œufs de ma poule, sans gros de même. Une fois, il y a eu 2 jaunes dedans. » L'homme regardait la jolie table. « Oh, fit-il, des serviettes. Ah, c'est trop beau. » Madame de Galard s'en voulut d'avoir fait mettre des couverts d'étain. Elle parla. « Ah, Dieu, je suis tellement au regret de votre nuit, tellement au regret. J'y pensais sans pouvoir dormir. » Le vielleux leva les yeux sur elle. « Marchez, fit-il, ma bonne dame. Le foin et la paille, il n'y a ni plus sain, ni plus soif. Et je n'ai point toujours connu de chaude courtine. » Il traîna. « D'autres fois, j'en ai eu plus hautes les étoiles au bon Dieu qui brillent, mais fraîchement. » Découragée, Madame de Galard insista encore. « Vous n'aviez pas de message pour mon mari ?»« Non, madame. » Alors, quand les enfants furent revenus, elle s'en alla.
Qu'il fût humble, la courtoisie populaire défendait de le regarder manger. Qu'il fût noble, elle ne voulait plus ni les pieds ni les prouver. La jeune femme gagnait la bibliothèque, d'où l'on pouvait intervenir si besoin était. Mais comme elle avait eu confiance dans le sens critique des domestiques, elle faisait crédit à la sympathie spontanée de ses enfants. Un dernier regard lui montra les musiciens faisant des gestes précautionneux au-dessus de la belle Vielle que François serrait de près. « Ah, mon cher ami, disait-il, prenez garde à mon ami, ma fidèle amie, ma dernière amie, mon dauphin joli. » Quand le déjeuner fut pris, un vrai bon déjeuner, le voyageur joua. Ronflement de la Vielle, son nasillement était dominé par une légèreté de main étonnante, presque miraculeuse, quand on la comparait au toucher des vielleux ordinaires, pianoteurs de pauvres notes titillantes. Le petit sautait de joie. La fille pleura quand Lison vint la chercher pour sa toilette. « Maintenant qu'on est entre hommes, dit fièrement François, sonne-moi des airs de guerre. »« Bien, monseigneur, que votre cœur écoute et veille. Voici les trompettes de Monsieur de Turenne. » Il commença. Le petit connaissait la fanfare célèbre, et bientôt tous les deux chantaient à tue-tête. Quand ce fut fini, répété 4 fois, « Attends !» dit François qui se précipita vers l'escalier. Sa mère le saisit au vol. « Maman, fit-il tout bas, puis-je lui donner mon petit écu ?»« Mais oui, elle allait dire, je te le rendrai, mais elle voulut laisser tout son mérite à l'enfant. » François s'attardait. Il y eut silence. Puis, madame entendit bouger le vielleux. Il avançait vers la porte ouverte des salons. Il y entrait. Elle le connut au son différent de ses pas quittant les dalles pour s'appuyer sur le parquet et les tapis. La jeune femme s'étonna. « Il regarde, pensa-t-elle. Que pourrait-il dérober ?» Le silence durait, mais tout à coup la musique reprit, rassurante, non parce qu'elle occupait les 2 mains, horreur, mais parce qu'elle indiquait gaieté et gentillesse. Une étrange mélodie d'ailleurs, qui atteignit immédiatement toute une région lointaine chez Madame de Galard, une région oubliée d'elle-même, une chanson haute et claire, vive et preste, languissante parfois comme un souvenir trop doux, aussitôt relevé en énergie et alacrité. Un chant de guerre, d'aventure, d'amour et de nostalgie. Ah, cette musique, elle l'avait entendue jadis, il y avait si longtemps. Où? Quand? Les notes montaient, emportées, joyeuses, puissantes. L'instrument semblait se surpasser, donnant toute sa force dans une frénésie heureuse. Le musicien s'abandonnait à une sorte de vertige. Madame de Galard avança vers la chanson de son enfance. La mélodie croissait toujours, la chanson d'au-delà, des lointains, des premiers jours heureux, ce chant qui se mêlait en la jeune femme à des visions de soleil et de mer vive, à des choses vermillons et à des flots. Invinciblement attirée, elle parvint jusqu'à la porte et elle vit. Le vielleux jouait pour les portraits. Les 3 portraits du Salon Rouge, pour le commandeur de Saint-Maurice avec une grande perruque noire et sa croix flottant sur la cuirasse, pour le commandeur de Galard en écarlate, gilet bleu et catogan, pour le grand bailli de Moret, énorme sur la cheminée peint par l'Argilière, avec à son corselet de fer la vaste étoile en émail des chevaliers Grand-Croix. Le grand bailli avait une splendide perruque Louis XIV de boucles blanches qui semblait, mousseuse, frémir à la musique quand son unique narine, l'autre ayant été emportée par une pistolade, humait l'odeur du combat. Le musicien allait de l'un à l'autre. Sautillant dans une souple marche glissée, il tournait sa manivelle à toute vitesse et il pianotait tant qu'il pouvait son clavier. L'homme extasié souriait et saluait les chevaliers de Saint-Jean. Madame de Galard restait sur le pas de la porte. Soudain, elle retrouva l'air que chantonnaient ses oncles, les Maltais, quand ils la promenaient toute petite. L'air triste, vif et gai des exilés sur mer latine. « La Faviliana !» Des voués chasseurs de Turcs. « La Faviliana !» cria Madame de Galard hors d'elle-même. « C'est la Faviliana, monsieur !» Le vielleux, foudroyé, s'était tu, et les mains tombées le regardaient avec une apparente stupeur d'être dévoilé. « La Faviliana, madame, vous la connaissez donc ?»« Monsieur, vous êtes de la religion. Vous appartenez à l'ordre de Malte ?» Le musicien baissa la tête, puis il se redressa, plus vieux d'aspect. « Je requiers un grand pardon, ma bonne dame, oui, bien sûr, j'ai servi à Malte autrefois et même fait campagne avec messieurs les chevaliers de toute langue, mais comme simple servant, comme coutelier, rien d'autre. » « Alors, de voir tous ces vieux messieurs si bien tirés, le cœur m'a failli. » « Vous êtes de la religion ? » « Oui, bien sûr, j'ai servi à Malte autrefois et même fait campagne avec messieurs les chevaliers de toute langue, mais comme simple servant, comme coutelier, rien d'autre. » « Alors, de voir tous ces vieux messieurs si bien tirés, le cœur m'a failli. »
Et je leur ai joué une petite chanson de guerre, leur Faviana, pour les rendre bien aises. Le pardon, madame. Trêve, trêve, monsieur, si vous êtes chevalier de Malte. Laissez ces jeux indignes de nous. J'ai déjà bien assez de honte et de remords. Il sembla réfléchir, puis levant la face, reprit avec son joli sourire. Quittez vos regrets, jeune dame. Je ne suis qu'un vieux soldat, et vous m'avez fait grand honneur. Ne vous déplaise, j'aurais voulu reprendre pour l'heure ma longue route. L'enfant revenait enfin rouge et content. J'ai eu du mal à la retrouver, et il montra sa pièce d'argent. Je l'avais trop bien mussé à cause des faillis bleus. Ce fut la dernière épreuve. Eh bien, donne-la, mon petit, à ce brave homme qui nous a fait plaisir, tel... Elle fixa le musicien dont l'œil brilla, mais le vielleux, très simplement, tendit la pomme. Puis, quand il tint la pièce, il dit, avec un grand signe de croix, « À Dieu plaise, dit-il dans une solennité simple, à Dieu plaise de bénir le Père, la Mère et l'enfant. » Il se tourna vers la dignitaire de Malte, « À Dieu plaise de faire recours au trépassé. » Il salua tout le monde, vivants et morts, et s'en alla. L'homme devait être encore dans l'avenue quand Lison survint, désolé. « Madame, on a oublié de lui rendre son briquet. Cours, Lison, cours, vite, vite !» Quand vint la chambrière, elle tenait le navire d'argent dans sa main. « Il n'a pas voulu le reprendre, madame. Il veut que le petit le garde en souvenir. Impossible, François, rattrape-le. » Mais on ne le retrouva plus. « Voyons, ma chère dame, voyons, vous ne pouviez raisonnablement rien faire d'autre. Comment ouvrir le château à un coureur inconnu? Comment, et surtout dans les temps où nous vivons ?»« C'est justement, l'abbé, répliqua madame de Galard. Autre temps, autre mœurs, et tout valait mieux que de décevoir un des nôtres. »« Madame, je l'ai entendu patoiser, votre gentilhomme, et jamais il n'y eut meilleur accent du pays de Caux. Croyez-en l'ex-doyen de Clairville. »« C'est le plus facile à prendre, monsieur l'abbé, et tous les comédiens n'entendent point d'autre. » Elle réfléchit un instant. « Et qui vous dit, l'abbé, si le vielleux ne prit pas dessein de jouer le rôle quand il a vu qu'on le recevait si piètrement, et ceci rien que pour nous éviter des remords ?» La journée sembla se ressentir de ces émotions matinales. Elle fut longue et noire, une sorte d'attente singulière, et comme fiévreuse, parut oppresser la demeure. Les enfants étaient moins gais et plus lents. Regrettait-il le musicien? Pressentait-il, ou seulement le vent du nord âpre et brumeux qui accablait la nature les assommait eux aussi? Fût-ce parce qu'au midi, au moment où, pour remplacer les cloches volées, on frappait l'Angélus avec une claquette de frêne, un petit garçon inconnu au pays avait passé devant le château le long des douves en chantant la carmagnole d'une voix aiguë. François et Louise, serrés contre leur mère, le suivirent longtemps des yeux. Le vide de la grande maison, jadis pleine de rumeurs, active et heureuse, saisissait les proscrits, et M. de Galard qui ne rentrait pas. Tout le monde se coucha tôt. Madame de Galard ne pouvait trouver le sommeil. Elle mêlait aux événements du jour les souvenirs anciens, et ces souvenirs prenaient avec l'abominable incertitude actuelle une telle douceur. Dans ses draps froids, elle n'arrivait pas à se réchauffer, elle se sentait au bout de ses forces. Son dernier courage fuyait par une fissure secrète, allait les laisser vides et désespérés. La chanson de son enfance l'avait amollie et lui révélait sa profonde misère. Quelques-unes des paroles de la Faviana avaient reparu dans sa mémoire, des paroles dont elle ne pénétrait pas le sens, mais qui paraissaient en acquérir une espèce de puissance magique. De la Valette à Rabateau, de Béda à Sirocco, passe le banc, la vogue, passe le banc, la vogue. Il n'y a qu'un phare ici, Kourou. Passe le banc, la vogue. Les petits-oncles, si gais dans leur rouge. Mais elle devait rêver. Elle dormait sûrement. Voici que, dans l'épaisseur de la nuit, il lui semblait encore entendre la chanson. Était-ce possible? Mais oui, la Faviana avec ses notes hautes et sautillantes, et jouée par la même Vielle, celle du matin, dont nasillaient le grand et le petit bourdon. Comment? L'homme revenait donc? Et si vite? Ah, comme il jouait! Elle sauta hors de son lit et entrebâilla la fenêtre. Lui, c'était lui. Et quelle Faviana il sonnait maintenant, entrecoupée, haletante, désordonnée, presque terrible. Dans la nuit dense, la nuit boueuse, la musique aiguë venait, courait, grandissait. On arrivait tout près, encore plus fort. Pourquoi? Pour l'éveiller, l'avertir de quelque danger. Le prêtre! Elle bondit chez l'abbé. « Les bleus, cachez-vous! La cachette, vite !» Le vieil homme se précipita vers la cheminée, fit tourner la plaque. Au même instant, des coups formidables ébranlaient la porte d'entrée. « Et le lit, qui reste tiède !» Elle revint, courut à la chambre des enfants,
enleva son fils dans ses bras, le jeta dans le lit vide, fit passer la petite fille qui couchait avec la bonne dans le lit du garçon et descendit ouvrir. Déjà les vantaux s'écartaient sous les crosses, les munitionnaires avaient cerné la maison en silence. La Faviana s'était tue. « On a crié, maman !» avait dit François. Elle n'y pensait guère. Les Bleus ne découvrirent rien. Dans la chambre de l'abbé, le sergent humain... Il fume diablement jeune dans louveteau. Heureusement, c'était une odeur de tabac froid. C'est la chambre de son père, répondit la jeune femme, qui est aujourd'hui à Flair de l'Or. On le sait, alors à la prochaine, gronda le chef. Et cette fois-là, tu n'auras plus ton violonneux, la citoyenne. Elle trembla. Au jour, le petit François entra chez sa mère. Il la regardait avec souci, était pâle, semblait craindre de parler, de devoir le faire. Elle lui fit signe de dire « Ayez du courage, ma pauvre maman ». Il joignit les mains. « On voit une vielle, sa vielle, qui flotte sur la douve ». Le corps fut retrouvé. Une pique l'avait ouvert du dos à la poitrine. Monsieur de Galard fit inhumer avec les plus grands honneurs possibles le vielleux qui avait sauvé la maison. Et l'inconnu reposa aux côtés du commandeur de Galard sous une dalle sans nom. Ce fut seulement après la mort de sa mère que François, devenu chef de famille, fit graver la pierre. Son père, en mourant, lui avait confié le nom de celui qui tint à ne pas contrister une jeune femme. Et l'ouvrier put inscrire l'épitaphe « Ici repose, en attendant la résurrection éternelle, très noble et très secourable, frère Cyprien de Chevestre de Rame, commandeur d'Auxerre, grand prieur de Champagne et capitaine de la ville de Malte, qu'il prit pour nom. »